M, S, H. Lyon, Saint-Étienne. Par le biais de 3 projets. Donc, le premier projet sur lequel on est engagé et qui devrait mener à une ANR qui s'appelle Vieillesse et vieillissement, discours et représentation, que je vous présenterai rapidement, et surtout tous les problèmes, les problématiques, les questions que l'on se pose. Ensuite, Mabrouka vous parlera du projet Acapella et finalement Christian du Lifranum. Donc, ce n'est pas très original, mais en gros, on est trois parties et on fait chacun une partie. Donc, voilà. J'aurais pu éviter peut-être cette diapo. Alors, le projet Vieillesse et vieillissement, discours et représentation, c'est un projet transdisciplinaire, et j'insiste sur le trans, plus que l'inter ou le multi ou tout ce qu'on veut d'autre, qu'on a lancé fin 2021, qui est financé par Lyon 3. On a eu un projet bourgeon de 10 000 euros et qui réunit plusieurs unités de recherche. Alors, je ne vais peut-être pas toutes vous les dicter et vous les énoncer, mais en tout cas, il y a des linguistes, les deux premières, Lyon 2, Lyon 3, et on travaille ensemble. Il y a Helico, donc, qui est le centre où est Mabrouka, donc sciences de l'information et de la communication, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'ENSIP, Sciences Po. On a des collègues de droit également, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, des collègues sociologues de Paris, la TILF de Nancy, et 2 autres centres qui nous ont rejoints au milieu du projet, le centre Grammatica d'Arras et le centre Vie et Santé de Limoges. Alors, ce projet, il est, et vous allez voir, c'est ça où ça pose beaucoup de questions justement pour les données et l'archivage des données, le stockage des données, multilingue, multiculturel, multidisciplinaire. Alors, multilingue, on a un panel de langues, allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, russe, ukrainien. Si ça peut paraître assez simple pour l'italien, qui n'est parlé en gros qu'en Italie, vous voyez que déjà, je prends ce que je connais, je suis prof de linguistique anglaise, l'anglais, on le parle dans plein de pays, mais plein de pays de cultures différentes. C'est pareil pour l'arabe, c'est pareil pour l'espagnol. Donc, on va avoir affaire à non seulement du multilinguisme, mais du multiculturalisme. Et on va voir que les réglementations dans les pays, par rapport aux données, ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est déjà compliqué. Ensuite, on est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on vient tous et toutes de disciplines différentes et par données, par exploitation de données, par archivage de données, on n'entend pas forcément les mêmes choses. Donc, vraiment, le challenge du projet, c'est d'essayer de travailler ensemble. Pour l'instant, on y arrive bien. Voilà. Mais ça nécessite que chacun aille vers l'autre, fasse un pas vers l'autre, et pas campe sur ses positions. Alors, ce projet, on l'a construit pour cette année autour de 3 work packages. Donc, le premier, ce n'est pas très étonnant, c'est la mise en place d'un plan de gestion des données qui doit être terminé en septembre-octobre, voilà, pour le dépôt de l'ANR. Donc, les objectifs, je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais c'est les objectifs très traditionnels, mise en place de la chaîne de production, recueil, sélection, nettoyage, traitement et type d'exploitation selon les usagers des données. Évidemment, dans le respect du RGPD, l'éthique scientifique, la structuration de la collecte, l'indexation et le stockage des données. Donc, on travaille, alors, on va voir avec Cador de Lyon 3, dont on a parlé tout à l'heure, le DPD de Lyon 3, beaucoup avec la MSH, que l'on remercie. On a des stagiaires de Master 2, on a des post-doctorants, et puis tous les collègues des disciplines variées. D'accord ? Le deuxième work package, on a mis en place, via Line Survey, une enquête numérique en ligne, donc multilingue. Donc là, on a travaillé sur la langue, on a commencé à travailler sur la langue, on va dire, commune à tout le monde, à savoir le français. Et on a travaillé donc les linguistes, les sciences de l'information et de la documentation, les sociologues, les littéraires, les historiens, les juristes qui faisaient partie du projet. On a fait vérifier évidemment nos données par le DPD de Lyon 3 pour savoir s'il n'y avait pas de problème.
On a fait nos questionnaires voilà, dans la réglementation RGPD avec la possibilité de se retirer voilà, pour les enquêter. Puis après, on est passé à ce qu'on croyait être des traductions. Enfin, voilà, hein, j'enseigne la traduction depuis 30 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas si gagné que ça. Parce qu'il y avait des réalités linguistiques qui n'existaient pas dans certaines langues. En allemand, par exemple, il faut forcément avoir le genre masculin, féminin et puis autres. Pareil aux États-Unis. En Russie, surtout pas. Parce que sinon, les gens ne répondraient pas à notre questionnaire. Donc, plein de choses qu'il a fallu quand même adapter voilà, au demeurant. Et le troisième work package qui va être comparé hein, avec les résultats du premier. Le premier, c'est vraiment, on a une série de questions qui va interroger selon l'âge, selon le sexe, selon le fait qu'on habite à la campagne, à la ville, le niveau d'études, notre perception de la vieillesse et du vieillissement. D'accord ? À partir de quand on est vieux. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, 40, 45 ans, voilà. Et puis vous savez, hein, plus on vieillit, plus en fait on est vieux rapidement. Voilà. Donc on interroge toutes ces perceptions-là. Alors voilà, par rapport à toutes ces données-là, et puis après on va croiser par rapport au pays, par rapport au Japon, où on sait que par exemple la notion de la vieillesse et là, enfin la représentation qu'on se fait de la vieillesse et comment on va prendre soin de nos aînés n'est pas du tout la même que dans les pays, par exemple, occidentaux. Et d'un autre côté, on a fait un travail de collecte de données sur des textes qu'on appelle normatifs. Alors, des textes juridiques, des textes de jurisprudence, mais on a rajouté au final des textes parlementaires, parce qu'on s'est rendu compte que c'est surtout dans les textes parlementaires qu'on se pose des questions. Et on est parti sur la dénomination, j'aurais dû vous le dire, excusez-moi, de la personne âgée. Comment on nomme les personnes âgées dans toutes ces cultures et ces langues-là. Et en fait, les textes de loi en tant que tels ne sont pas très intéressants. Ce qui est surtout intéressant, c'est les textes parlementaires, parce que c'est là justement où il y a les négociations et où ça se joue linguistiquement. Alors, je vais ouvrir et laisser la parole à mes collègues en ouvrant plus sur des problèmes, en vous donnant des quelconques réponses. Qu'est-ce qu'on a comme problème à résoudre, comme problématique, hein, parce que parfois c'est intéressant, parfois ça l'est moins. On a le problème de l'harmonisation et de la standardisation des données, puisque toutes les données qu'on va récupérer ne sont pas forcément les mêmes. Il va falloir aussi qu'on ait un format de données plus ou moins identique à un moment ou à un autre, ou pas. Qu'est-ce qu'on veut en faire de ces données ? Le problème du stockage des données, donc là, la MSH, pour l'instant, on a réglé ce problème. Ça va être stocké à la MSH. Le problème de l'accès des données, hein, c'est ce dont tu parlais, Alice, avec Aurore. C'est, voilà, on aimerait que ce soit tout ouvert. Moi, je suis un fan de la science ouverte, de l'accès ouvert. On ne peut pas tout ouvrir. Donc, ouvert, semi-ouvert, certaines fermées. Et puis le problème qui est au final le plus important, c'est l'archivage des données. Et une fois que le projet est terminé, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Est-ce qu'elles disparaissent? Est-ce qu'on les archive? Est-ce qu'elles continuent d'être d'une certaine façon ouvertes à certains types de publics? Voilà. Donc, je suis désolé, j'ai plus de problèmes, de questions à vous donner. On a déjà réfléchi, hein, on a des pistes, voilà. Mais en gros, pour vous montrer, en tant que chercheur, voilà, pas du tout archiviste, les problèmes très concrets auxquels on doit faire face de notre côté. Et puis, je laisse la parole à Mabrouka. Merci, Denis. Alors, moi, je vais amener un autre terrain et une autre nature d'information, peut-être aussi d'autres formes de traces hein, qui ne sont pas des archives en tant que telles, qui peuvent relever, qui relèvent aussi de données sensibles, puisqu'il s'agit aussi d'entretien de personnes, donc une trace orale qu'on a enregistrée dans le cadre de ce projet dont je vais vous parler. Donc, Acapella, c'est un projet, donc ça c'est le sigle pour le projet qui s'appelle donc Accompagnement, accès et continuité. Pardon, non, il y a 2 fois accompagnement dans la diapo, excusez-moi. Accès et continuité de l'accompagnement des personnes, enfants et adultes en situation de handicap. C'est un projet qui a été financé par l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes et qui a été piloté par la structure Ressourceol avec la Fondation OVE.
Il y avait deux laboratoires qui participaient, trois, pardon, j'ai oublié Christian. Comme on est en Infocom, donc, au même département, oui. Donc on est une entité. Dans ma tête, c'est ça. Exactement. Donc, les sciences d'information et communication et les sciences de l'ingénieur à l'INSA. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que nous n'avons pas eu, par exemple, la même compréhension de la question de terrain. Quand les sciences de l'ingénieur viennent nous dire qu'eux font du terrain, on leur dit, mais nous, on fait quoi en fait dans le projet? On fait bien du terrain aussi. Donc, vous voyez, la compréhension même de ce que ça veut dire. Et puis, pour le coup, j'ai dû reprendre, moi, en tant que référente SHS pour ce projet-là, toute la problématique qui était en fait comment collecter d'expressions brutes, c'est comme ça que l'institution l'appelait, l'expression brute des besoins des personnes en situation de handicap, qui était en fait comment résoudre le grand problème du guichet unique dans l'accompagnement de ces personnes pour leur projet de vie. Et ça correspondait en fait à le fameux projet de vie, à un encart complètement vide dans le formulaire institutionnel. On demandait à des personnes qui avaient effectivement des difficultés d'expression, de projection, enfin, vous pouvez imaginer, d'exprimer leurs besoins. Donc, il y avait ce décalage qui était tel et qui faisait que les dossiers avaient des temps de traitement extrêmement longs. Et donc, on voit bien les perturbations que ça pouvait avoir. Donc, il y avait un intérêt, effectivement, à repenser le terrain, repenser la personne, à repenser les interactions avec cette population. Donc, il a fallu effectivement sur cette question épistémologique, j'allais dire déjà au départ, comment concevoir une problématique de recherche commune, mais de la co-construire déjà en amont. Et on voyait bien que les premières réunions, on était quand même assez nombreux, le dialogue ne se faisait pas, ne circulait pas de façon fluide parce qu'il a été pensé en amont de façon isolée. Alors que je dis toujours, moi je suis incapable de faire, je peux le faire pour moi, un projet avec voilà, tout le déroulé de la construction d'un projet ou d'une réflexion, mais quand on doit être à plusieurs, je ne peux pas concevoir de ne pas discuter, dialoguer pour qu'on voit finalement cet objet d'étude, comment on le voit ensemble, comment on le construit ensemble et comment ensemble on peut apporter effectivement des éléments de réponse. Et je vais illustrer ça par effectivement des problématiques sur déjà la nature des données. Alors, on avait deux doctorants avec nous et qui étaient très bien, qui avaient cette curiosité de savoir mais comment les SHS traitent les mêmes données qu'eux. Donc ça, c'est plutôt un élément positif, j'allais dire, parce que ça amorce les dialogues et ils entendent aussi certains résultats qui vont faire en sorte qu'ils vont changer aussi voilà, la méthodologie pour l'adapter de telle façon à ce qu'on réponde effectivement à cet enjeu sociétal. Et donc, il a fallu se dire, on parle de ces personnes, est-il possible d'avoir accès au terrain? Comment peut-on avoir accès au terrain, sachant que ce sont des personnes en situation de handicap, avec évidemment la question de la vulnérabilité. Ces personnes sont également, vous voyez qu'on parle d'enfants et adultes, dans des foyers ou pas. Donc, je peux parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objectif, mais simplement pour vous expliquer la complexité du terrain, des situations et des difficultés d'accès. Et que voilà, on a eu un temps de négociation pour pouvoir accéder au terrain et en leur disant mais les sciences humaines et sociales c'est quand même leur ADN, le terrain, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc et finalement on a fait un appel à participation avec l'ingénieur de recherche voilà, qui a travaillé avec nous sur ce projet et on a pu avoir accès en faisant aussi toute une série de repérages des associations aussi. Donc, on a accédé et on n'a pas eu de difficulté pour accéder à ce terrain-là. En complément de ça, on a pu avoir du fait qu'il y avait ces institutions, des données qui sont des données institutionnelles, notamment les dossiers des personnes résidentes au foyer, avec évidemment les autorisations, mais quand ils nous ont donné ces dossiers qui étaient des copies, avec évidemment l'anonymisation. Donc, voilà, on barre toutes les indications qui permettent d'identifier les personnes. Donc, ce qu'on a eu comme données, il y avait
médecins qu'on a numérisés. Et ensuite, on a eu ces entretiens des personnes voilà, avec des membres de famille, donc des personnes chez elles, des parents. Et puis, généralement, voilà, est-ce que, même si ce sont des jeunes adultes, sont-ils en capacité de parler, de s'exprimer? Donc, ils s'expriment, mais encore une fois, les enregistrements qu'on a pu faire, on les a effectivement retranscrits dans leur totalité, mais voilà, il a fallu ensuite repenser à la question des modes de traitement. Donc, ça nous fait déjà les données audio, les retranscriptions de ces données audio et les documents institutionnels, et plus le formulaire type de la MDPH qui, effectivement, là, sur les 2 ans, a aussi évolué. Donc, nous avons essayé de comprendre comment il fallait analyser, et on a évoqué TXM, je crois, dans la matinée. Évidemment, on a exploité, il voulait, le copil du projet souhaitait vraiment qu'on utilise XM du début jusqu'à la fin. Ce, pour moi, j'étais absolument pas pour la raison suivante. Qu'on utilise effectivement ce logiciel de textométrie pour pouvoir extraire certaines informations à partir de données sur les formulaires, je l'entends, mais quand vous avez des retranscriptions de la parole qui est hachée, qui n'est pas forcément significative, je n'en tire pas forcément, vous voyez, d'éléments d'information significatifs. Il a fallu que je combatte le fait que il y a peut-être d'autres façons de faire l'exploitation des données de corpus, et donc je suis allée voir, j'ai brassé beaucoup évidemment, comme quoi la recherche documentaire et scientifique ne s'arrête pas qu'uniquement pour l'état de l'art, elle est aussi très 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 importante pour la dimension méthodologique. Moi je dis la focale doit être tout aussi importante, si ce n'est plus, pour la dimension méthodologique. Donc, évidemment, voilà pourquoi on est là aujourd'hui aussi, pour essayer de repenser tout ce traitement. Et donc, je suis tombée sur un petit article de la revue canadienne sur recherche qualitative, que j'ai trouvé extrêmement éclairante et très pragmatique, ce que je suis aussi, mais je crois qu'à force de faire des projets, on le devient. Voilà. Et puis, en fait, l'utilisation de l'entrée index du document Word, enfin d'un document Word, pouvait aussi nous aider à extraire voilà, de faire une espèce de carte sémantique avec des entrées thématiques, ce que j'ai fait. Et donc, j'ai pu, et en fait, on a fait une espèce de, c'est assez rigolo, une compétition parallèle, les textométries pour les documents institutionnels et celui-là pour. Mais il a fallu aussi repenser en termes de gestion de projet. Donc ça, c'est sur les outils, les méthodes. Il y a la question des stockages. On a privilégié donc 2016-2018, mais avant 2016, il y a eu toute la réflexion aussi en amont avec le Humanum, que j'ai sollicité pour essayer de voir comment on pouvait avoir accès à un espace collaboratif de travail, parce que je trouve qu'il manque beaucoup des espaces collaboratifs de travail, puisqu'on n'a pas forcément les financements au départ pour avoir les grandes plateformes que peuvent avoir les structures de type privé, effectivement. Donc, j'ai eu voilà, un agent de l'Humanum qui est venu au laboratoire, qui a regardé comment je travaillais, qui m'a posé beaucoup de questions, le cryptage des données. Enfin, j'ai eu droit à toute une sensibilisation sur ça et sur aussi la nature des données que j'avais. C'était des données sensibles. Donc, je lui dis, pour moi, c'est un espace de travail. Je ne peux pas stocker effectivement sur une plateforme les entretiens avec tout ce que les gens, puisque c'était des récits de vie, qu'ils doivent décrire, etc. Donc, voilà, il y a eu une demande dans le financement de disques durs externes dans lesquels je pouvais stocker les données voilà, des entretiens. Ça aussi, c'est important de les étiqueter, de les catégoriser, de les anonymiser aussi et de faire les correspondances avec les transcriptions. Donc, voilà, il y a tout un travail documentaire et de penser justement ces archives en termes de réutilisation possible, mais surtout de traçabilité pour que celui qui pilote effectivement le projet puisse savoir de quoi sont constituées leurs archives, ou ces archives, pardon, et puis de pouvoir remonter un peu le fil en cas de problème, parce qu'il peut y avoir effectivement des problèmes divers et variés, un ordinateur qui plante, on peut vous le voler, on peut, voilà. Et puis à cette époque, il y avait aussi une série de vols à la manufacture, et donc voilà, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Donc, réfléchir aussi aux droits d'accès. Est-ce qu'un ingénieur d'études que l'on
qui est en contrat avec nous va avoir accès à toutes ces données? Est-ce qu'on lui donne effectivement le disque dur et qu'à l'issue du contrat, qu'est-ce qu'il advient de ces données sensibles? Donc vraiment, ce sont des questions que je me suis posées et que ce sont effectivement aussi des points de vigilance à avoir sur, encore une fois, la traçabilité de vos terrains du début jusqu'à la fin avec les responsabilités afférentes. Voilà. Après, s'il y a des questions, on reviendra dessus, mais je voulais surtout parler de cette variété, effectivement, de la nature des données de recherche et puis la sensibilisation sur, effectivement, les supports de stockage, les référencements et qui peut avoir accès à ces données, et puis de réfléchir, évidemment, de façon plus pérenne, mais ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, à mon tour, je vais vous parler des corpus et archives dans l'ANR Lifranum. Alors, pour vous décrire assez rapidement ce qu'est cette ANR-là, qui a débuté en 2020, en 2024, c'est d'arriver à constituer un corpus de la littérature francophone numérique, c'est-à-dire en fait de tout ce que n'importe qui peut publier sur le web et considère que c'est de la littérature. Donc, il y a quand même, 9 000, près de 10 000 auteurs qu'on a référencés. Ces auteurs qui sont tous plus ou moins liés les uns avec les autres, c'est pour ça qu'on a pu un peu les découvrir. Mais c'est un nombre de gens extrêmement élevé, avec comme objectif, c'est de récupérer ces contenus-là, donc ces contenus littéraires, de les préserver, donc c'est problématique un peu archivistique, de les rendre accessibles, c'est-à-dire qu'en fait, que des chercheurs en littérature, mais pas simplement, puissent y accéder et puis travailler dessus, comme ils travailleraient sur, je ne sais pas, Jean Vionnot ou comme ça. Et enfin, en dernier lieu, d'arriver à constituer à l'aide de ce corpus-là un domaine d'études spécifiques, relativement structuré, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de chercheurs qui se constitue autour de cette littérature-là. Donc, c'est un projet qui est une collaboration entre Marge, le laboratoire ERIC, qui est à Lyon 2, qui est un laboratoire d'informatique, ça va revenir après, et puis évidemment la BNF, avec donc tout le département d'archives du web de la BNF. Puis on bénéficie du support quand même de la MSH, et c'est quand même quelque chose qui est excellent. Et donc, en fait, toute notre question, en fait, c'est ce qu'on produit. C'est à la fois un corpus scientifique, c'est aussi une archive. C'est une archive, entre autres, parce que, évidemment, le web, c'est de l'éphémère. Hein, et tous ces auteurs-là, ceux quiconque écrit et publie sur le web, ne s'intéressent pas du tout, en fait, au devenir de ce qu'ils vont publier. Hein, et du coup, c'est extrêmement volatile. Hein, donc, il faut arriver à récupérer tout ça et à en faire aussi une archive en même temps qu'un corpus scientifique. Alors évidemment, comme là, on est déjà dans l'infini du web, le premier problème, c'est donc de construire ce qu'on appelle une archive spécialisée. Hein, c'est-à-dire que, à la différence des corpus, de linguistique de corpus, qui peuvent utiliser les mêmes outils que nous, hein, notamment le célèbre Heritrix, donc, eux, ils ont des problèmes de représentativité de la langue. Hein, c'est-à-dire que lorsque on va constituer à partir du web un corpus de linguistique de corpus, on veille à ce qu'il y ait tous les grands équilibres de ce qui est publié dans une langue quelconque. Donc, nous, on n'a pas du tout cet objectif-là. Nous, on est véritablement focalisé sur un objet arrivé à déceler de la production littéraire. Ce qui est encore un petit peu plus compliqué parce qu'on peut avoir plusieurs focales à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, on l'a fait à marge, être vraiment focalisé sur la production, c'est-à-dire sur des écrivains. La BNF avec laquelle on travaille, eux, leur archive, ils la constituent sur un objet plus large, c'est-à-dire sur les écrivains plus tout ce qui est autour, c'est-à-dire les éditeurs,
les manifestations type fête du livre, etc. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus large. Et la constitution de cette archive, c'est déjà un certain nombre de choix. De choix ensuite, on verra dans l'utilisation de l'outil. Et c'est avant tout quelque chose qui implique de travailler d'abord sur le web, c'est-à-dire comment on va interroger le web de façon à ce qu'on ait un certain nombre d'adresses, un certain nombre d'URL qui correspondent exactement à ce que l'on cherche. Et à partir de ces URL-là, comment est-ce que l'on va rapatrier ces URL plus ce qui est immédiatement autour. Donc ça, c'est quelque chose qui s'appelle le crawling, qui est quelque chose d'extrêmement important pour arriver à constituer une archive web. Alors, pour la constituer, donc, il y a tout ce travail antérieur qui consiste à découvrir des adresses, collecter des adresses et mettre ça en place. Alors, pour ça, il y a des outils automatiques qui s'appellent, par exemple, Hive, et qui vont, à partir d'un site quelconque, saisir tous les liens de ce site, plus ensuite aller à d'autres endroits de façon systématique. Évidemment, comme c'est un outil automatique et qu'il ne pense pas, il va recueillir tous les liens d'un site, et dans les liens d'un site, il y a absolument tout ce qu'on veut, et notamment ce qui ne nous intéresse pas. Nous, on a choisi une méthode beaucoup plus manuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un ingénieur qui a alimenté des schémas XML où on a vérifié que ce site qui était en lien avec tel autre site était bien un site littéraire, etc. etc. Donc, on a constitué un vaste répertoire comme ça. Donc, il est en XML, etc. Et ensuite, on a lancé véritablement la procédure qu'on appelle de crawling, c'est-à-dire qui consiste en fait à récupérer le HTML. C'est-à-dire, en fait, tous les sites web étant écrits en HTML, a priori, c'est assez facile de récupérer ce HTML-là et le mettre dans des fichiers. La difficulté étant à ce moment-là que cet outil généraliste, en quelque sorte, qui va récupérer n'importe quel type de site, avec des difficultés quand il s'agit de Facebook, etc., il va récupérer ce HTML, donc ces textes-là, mais pas dans la structure dans laquelle ils étaient, ou dans laquelle ils sont sur le web. C'est-à-dire qu'en fait, ça déconstruit la structure du site. Donc, c'est un petit problème qui est comblé généralement à la lecture, puisqu'on peut consulter cette archive-là avec des outils, notamment la Wayback Machine. On a donc cet outil qui va permettre de récupérer le contenu de l'ensemble de ces sites-là et de les mettre donc, dans une archive. Alors cet outil-là, il s'appelle Eritrix, c'est un outil qui est utilisé par toutes les bibliothèques, la BNF entre autres, et notamment. Il a été mis en place par Internet Archive. Ça a donné lieu à un site qui s'appelle Wayback Machine. Si vous voulez rechercher le site quelconque dans le temps, reprendre, je sais pas, le site de Lyon 3 il y a 15 ans, vous pouvez le retrouver. Ouais, vous pouvez le retrouver, vous utilisez la Wayback Machine, unif-lyon3.fr, voilà, vous choisissez la date, 1992. Voilà, donc ça marche. C'est une archive qui est lisible. Qui est lisible entre autres parce qu'elle va utiliser un jeu de métadonnées qui s'appelle les WARC et qui, en fait, pour chaque URL, va indiquer toutes les caractéristiques qu'elle peut avoir. Donc, on récupère le contenu, on récupère un certain nombre de métadonnées et effectivement, ça nous fait une grosse archive. Avec la possibilité de la lire avec un certain nombre d'outils, Solar Wayback, Warpline, etc., qui ont été mis en place très récemment. Simplement, c'est là où se fait
aussi un petit peu la distinction entre corpus et archive. Simplement, l'archive ne récupère pas ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire en fait les formats qui sont construits par WordPress, par Blogger, par Blogspot, et qui permettent effectivement de lire facilement les sites. On ne récupère pas ces structures de sites-là. Donc, on a été obligé, et c'est Eric qui s'en est chargé d'ailleurs, de constituer un corpus parallèle, en quelque sorte, à partir des API, c'est-à-dire de la forme des sites. Et c'est ce deuxième corpus-là, qui est plus restreint, qui va permettre ensuite de faire ce qu'on appelle des analyses automatiques. Parce que le but du jeu, notamment avec Eric, c'est de faire de l'analyse automatique. Donc, du coup, la différence pour nous entre l'archive et le corpus, elle se fait déjà à ce niveau-là. Alors, pourquoi? Parce que l'archive n'est pas utilisable pour du traitement automatique, donc évidemment, pas d'indexation et pas de référencement. En dehors des WARC, qui sont des métadonnées purement techniques. OK, donc, alors, comment on rend cette énorme archive utilisable, néanmoins? C'est en travaillant sur le corpus et en le reliant à l'archive. Alors, il y a un ingénieur, enfin stagiaire en fait, qui fait ça, qui relie les URL qui sont dans l'archive, celles qui sont dans le corpus. Ça, c'est pas très, très compliqué, c'est faisable. Et on indexe, on travaille sur le corpus. Sachant que, alors à ce moment-là, ce corpus, il peut être analysé de façon automatique avec un certain nombre d'objectifs, parce qu'on est quand même en littérature, et avec un problème qui se pose, c'est que les milliers d'auteurs que l'on a sont de purs inconnus. Vous ne pouvez pas travailler sur les auteurs de littérature web de la même façon que vous travaillez sur Émile Zola, quoi. Tout simplement parce que c'est des auteurs inconnus, pour la plupart. Alors, il y a 2-3 noms qui émergent, François Bon, etc. Mais il faut trouver un autre moyen d'indexer ces objets-là. Nous, l'idée, au sens de l'information et de la communication, on s'est dit que il fallait partir des besoins des littéraires. Qu'est-ce qui peut trouver là-dedans? Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans? Donc, on a déjà commencé à mettre en place un certain nombre de centres d'intérêt. Alors, ce qui les intéresse, c'est soit du narratif, soit du descriptif, soit plutôt du polémique, de choses comme ça. Et ensuite, sur ce corpus-là, alors, par rapport à ce qui a été demandé, on s'est dit que le narratif, le descriptif, tout ça, enfin, ça se traduisait non pas par des thèmes, oui, pourquoi pas, enfin, je ne sais pas, une thématique comme, je sais pas, l'eau, la ville, etc. Mais ça va se traduire par des façons de construire le discours différemment, donc par les connecteurs argumentatifs. Et pour tout ce qui va être portée émotionnelle des textes, ça va se traduire dans un certain nombre de verbes. Donc, on a passé la moulinette donc de Eric, qui est une moulinette de type... oui, il faut que je m'arrête bientôt. Voilà, on a passé cette moulinette-là et du coup, on a pu extraire un certain nombre de types de textes, un certain nombre de types de textes et de traits associés à ces textes. Là, maintenant, on est en cours d'analyse, c'est-à-dire que, évidemment, on va demander aux utilisateurs de dénommer ces types de textes-là. Donc voilà, l'aboutissement, à partir du moment où ça ce sera fini, sera quand même que, à l'aide du corpus, à l'aide de ce document utilisable par de l'analyse automatique, en même temps quelque chose qui est indexé, on peut arriver à l'intérieur de l'archive. Voilà, donc ça c'est un début. Alors il y en a un autre qui est
bon, comme le corpus est beaucoup plus limité par rapport à l'archive, on peut placer un certain nombre d'analyses de réseau, hein, de liens entre les URL, de façon à ce que si on a une entrée à un endroit, si on découvre un texte intéressant, on a accès à tous ceux auxquels il est lié. Donc, on peut estimer raisonnablement être relativement similaire. Donc, voilà à peu près où est-ce que l'on en est. C'est évidemment un travail en cours. Voilà. Il y a des questions dans la salle? Je pose une question d'abord sur la définition de l'objet. Qu'est-ce qui fait, puisque ce ne sont pas des auteurs rattachés à des institutions, ce n'est pas des sites institutionnels, qu'est-ce qui fait un texte littéraire? Est-ce que c'est la répétition? C'est le même auteur qu'on voit revenir plusieurs fois? Et ma deuxième question, qui est peut-être un peu liée à celle-là aussi, c'est sur la question de l'archive. Parce que je comprends l'étude d'un phénomène, d'une pratique. Après, la conservation d'une pratique, puisque les producteurs, finalement, ne sont pas associés à votre démarche, d'après ce que j'ai compris, du coup, est-ce que c'est vraiment... C'est peut-être une pratique artistique qui n'a pas vocation à durer, à rester, à être conservée. Et est-ce que là, on n'est pas dans une attitude, enfin, c'est révélateur de nos sociétés contemporaines et occidentales, de patrimonialiser comme ça des pratiques qui sont parfois des pratiques éphémères, voulues éphémères. Voilà les questions que je me pose, mais merci pour toi. Oui, donc pour la première partie, en fait, c'est quand même toute la méthode d'identification, c'est-à-dire que considérer qu'un auteur, c'était celui qui était reconnu comme tel par un autre auteur. Et à partir du moment où on avait une entrée, un auteur quelconque, imaginons quelqu'un de plutôt reconnu, tous ceux auxquels il était lié faisaient donc partie des auteurs, et par reconnaissance mutuelle, donc par lien entre les deux sites, bon, on se disait, comme lui, il est auteur et qu'il reconnaît lui comme auteur, l'autre est auteur. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un principe, bon, ça je n'ai pas trop développé, mais c'est le principe des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance par les pairs, quoi. Un truc qu'on connaît un peu à la fac. Voilà. C'est ce principe-là, tout simple. La deuxième chose, alors, sur le caractère éphémère, alors ça, c'est quelque chose, oui, qui est... Parce qu'à Marge, on s'occupe aussi de l'art de la performance. Donc, ouais, effectivement, ils ne sont pas faits pour être nécessairement éphémères. C'est-à-dire que les gens vont publier à un moment donné parce que ça les intéresse de donner à lire ça. Souvent, les sites sont interrompus, disparaissent essentiellement parce que soit l'API a changé, soit il n'y a plus d'activité ou le site fonctionne plus. Ce n'est pas une volonté de l'écrivain que ce soit éphémère. Ce qui veut dire que on a bien plus l'impression que les gens publient à un moment donné parce que ça leur intéresse de s'exprimer, de faire lire telle et telle chose, mais surtout, c'est que la question de la pérennité ne se pose pas pour eux. Dans le sens où ils ne vont pas se dire « on publie ça pour que ce soit éphémère ». Voilà. C'est une différence, par exemple, avec la performance. Une performance, c'est fait pour être éphémère. Là, pas nécessairement. Ce qui veut dire aussi que assez fréquemment, ces textes-là, qui sont publiés sur le web, quelques années après, on les retrouve sous forme papier, édités dans un recueil de poèmes. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne les ont pas écrits pour que ce soit éphémère. Donc, du coup, à la limite, c'est une autre forme de création
qui ne se préoccupent pas du temps. À la différence de la performance, où là, l'éphémère est conçu, enfin, assumé, et l'édition papier où on écrit pour l'éternité. Voilà. Voilà. Puis dernière chose, quand même, l'archive, elle n'est pas censée être consultable par tout le monde. Ce qui veut dire que on va gérer des droits d'accès pour cette archive, pour des chercheurs, etc. Par contre, on a en troisième lieu un autre corpus qu'on est en train de mettre en place. Alors là, à vocation plutôt pédagogique, notamment pour lycée et première année d'université, pour atelier d'écriture, etc., où là, on aura une certaine sélection d'auteurs à qui on va demander une autorisation, et à ce moment-là, ça fera un corpus classique, structuré, à vocation pédagogique. Alors moi, j'avais une question, plus une réflexion sur l'aspect un peu plus linguistique, pour Denis, sur le fait que nous autres archivistes, là, on voit que quand on travaille notamment sur les archives numériques, il y a une logique forte où on recherche même des standards le plus largement partagés possible, le plus facilement applicable face à la complexité, effectivement, des formats, de l'obsolescence des technologies, et ainsi de suite. Or, il y a quelque chose qui m'interroge un peu, c'est sur le fait que souvent le standard qui s'impose, c'est un standard effectivement qui a tendance à être anglophone. Et moi, je constate qu'il peut y avoir une perte de nuances linguistiques. Je donne un exemple tout bête, c'est qu'on pousse des dossiers étudiants désormais numériques vers un outil de GED et qu'on a un nommage automatique effectivement des documents dans lequel on n'a pas d'accent, puisqu'effectivement les accents dans le nommage souvent sont des clauses effectivement d'export ou de transfert de problématiques. Et du coup, quand on enlève des accents dans certaines langues, on perd forcément toute une nuance. Et voilà, c'est quelque chose qui m'interrogeait un peu, donc j'aurais voulu avoir un peu l'avis d'un linguiste sur la question. C'est clair, puis je pense que Christian pourra aussi répondre sur ce point-là. On a eu, ne serait-ce que pour la même langue, parfois c'est problématique. Par exemple, pour la traduction, translittération, je préfère translittération du questionnaire en chinois, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y a du chinois, ce qu'on appelle simplifié, qui est parlé en gros en Chine, et pas partout en Chine, parce qu'en plus, il y a des tonnes de dialectes, et à Taïwan et à Hong Kong, ce n'est pas le même. Donc, on s'est retrouvé à devoir, pour la même langue, avoir différents questionnaires numériques pour pouvoir parler aux gens, parce que sinon, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et alors, en tout cas, là, le projet vieillesse, le grand challenge auquel on doit faire face, c'est ça, c'est cette multiculturalité derrière le multilinguisme. Parce qu'une même langue va déjà, en plus, recouvrir différentes réalités culturelles. Et après, alors en effet, je suis d'accord, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on prenne un système de référenciation assez cohérent et unique, parce que le problème, c'est qu'on a, Christian pourra peut-être en parler, des données disparates, mais qu'il va falloir rendre interopérables et interrogeables par tout le monde. Et là, on est en train de se poser les questions. Oui. Alors, il y a quand même des formats relativement reconnus, comme ceux qui ont été élaborés par Clarin. C'est qui est un peu la plateforme européenne pour toutes les données linguistiques. Et donc là, il y a quand même, notamment en ce qui concerne des nominations, en ce qui concerne la description des langues, il y a effectivement une sorte de fond commun qui est européen. Simplement, alors, ça permet de représenter relativement précisément des données linguistiques, mais pas nécessairement extrêmement bien des corpus textuels et des choses comme ça. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est la façon dont on peut articuler ce type de référentiel-là avec effectivement la diversité et la complexité de ce que nous, on veut faire. Avec comme problème de base, c'est quels sont les formats de données
qu'on va prendre en compte. Est-ce qu'on va essayer de en quelque sorte lisser sous un format relativement identique toutes les données de façon à ce qu'ensuite elles puissent être explorées, voilà, ou est-ce qu'on va les différencier, garder des formats originels de façon à ce qu'ensuite on ait une structuration un peu arborescente, mais avec évidemment des difficultés sur l'interopérabilité, c'est déjà un problème, mais aussi la possibilité d'interroger simultanément les questionnaires, les textes juridiques, etc. Ça fait partie des problèmes à résoudre. Voilà, mais c'est aussi une question informatique. Effectivement. Et ça dépend vraiment du besoin. Là aussi, c'est ce dont tu parlais, c'est un moment, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce que les gens qui vont travailler sur ces données-là veulent faire en priorité. Merci. On va passer à la table ronde. Merci.